Allez, le but de cet exercice est de calculer l'aire d'un logo qui est défini par trois fonctions. Alors première fonction, une fonction f de x, deuxième fonction, une fonction g de x, troisième fonction h de x. Je ne relis pas les expressions, vous les avez, c'est marqué. Je les ai préalablement saisies dans ma calculatrice et j'ai tracé les trois représentations graphiques de ces fonctions. Donc l'aire du logo est constituée par tous les points P de coordonnées alpha bêta tels que alpha appartient à l'intervalle 0, 4. Ça tombe bien, c'est l'intervalle de définition des fonctions. Et bêta, qui est l'ordonnée de ces points, est définie telle que bêta doit être supérieur ou égal à f de x. Donc les points qui sont situés au-dessus de la courbe représentative de f. Bêta inférieur ou égal à g de x, bêta inférieur ou égal à h de x. Bon, c'est la partie du plan en fait qui est comprise entre f de x, c'est-à-dire au-dessus de f de x, et en dessous de g de x et h de x. Quand je dis f, g et h de x, je parle bien entendu des représentations graphiques de ces fonctions. Donc voilà, j'ai tracé ça sur la calculatrice. Ça ne demande pas particulièrement de, de maîtrise avancée de la calculatrice. Normalement, si vous êtes là, vous savez déjà tracer des fonctions, des représentations graphiques de fonctions sur vos calculatrices. Allez, j'évacue cette calculatrice pour le moment, et puis on regarde ce que ça donne. Donc finalement, mes trois fonctions, je les ai bien représentées et puis annotées, hein, CF, CG et CH. Et puis j'ai, on va dire, hachuré en violet la partie du plan qui nous intéresse. Donc voilà. Allez, c'est parti. Première question, donc on va traiter ça. Hop. Donc première question, ce qu'il faut faire, c'est donner les coordonnées de l'intersection de CG et CH, c'est-à-dire les coordonnées du point M. Donc lorsque CG et CH s'intersectent, ça veut dire tout simplement que G de x est égal à H de x. En reprenant les expressions, ça veut dire que G de x c'est 0,5x au carré plus 2x est égal à H de x, c'est-à-dire 0,5x au carré moins 6x plus 16, ce qui après une première simplification ici et un rapide calcul littéral nous amène à écrire que x est égal à 2, ce qui se vérifie sur le graphique. Et du coup, on prend g de 2 par exemple. Et si on fait le calcul avec g de x en remplaçant x par 2, hein, c'est ce qu'on fait ici, hein, vous prenez g de x et vous remplacez x par 2, et bien tout simplement, vous allez trouver l'ordonnée du point M qui est 6. Voilà. Hop, très bien. Donc on peut peut-être conclure quand même. M a pour coordonnées 2, 6. Parfait. Question 2. Allez, question 2. Il s'agit d'étudier la position relative de CF et CG, puis de CF et CH. Savoir quand est-ce qu'il y en a une qui est au-dessus de l'autre, etc. Donc vu le graphique, ça semble assez évident. On va quand même s'en assurer. On va regarder encore une fois s'il y a une intersection entre G et F. Donc on résout G de x égale F de x. Donc à ce moment-là, ça nous fait 0,5 x au carré plus 2x est égal à 2x moins 0,5 x au carré. Alors attention à ne pas se faire piéger et à ne pas rayer trop rapidement les 0,5x au carré en se disant ah tiens j'ai 0,5x au carré à gauche et j'ai 0,5x au carré à droite, super, je peux les enlever. Non, non, bien sûr que non, vous n'avez pas 0,5, vous avez moins 0,5x au carré. Ce qui n'est pas exactement la même chose, c'est même précisément le contraire. Donc on ne peut pas les éliminer. Je vais ajouter 0,5x au carré de chaque côté plutôt, et puis je vais trouver x au carré ici. En revanche, les 2x, eux, peuvent bien se supprimer, et je me retrouve tout simplement avec x au carré est égal à 0, ce qui me donne x égale à 0, bah évidemment, hein, ça se confirme ici, quoi. Donc il n'y a pas de souci, ces deux courbes s'intersectent uniquement en x égale à 0,
Et puis il suffit de prendre une valeur, hein, par exemple en 1, f de 1 est égal, donc si vous remplacez x par 1, ça fait 1,5. Et 1,5 c'est inférieur à g de 1, pardon, qui vaut 2,5. Voilà. Donc puisque le seul point d'intersection c'est en x égale à 0, ben, ça veut dire qu'ailleurs les courbes ne se recroisent pas, disons-le comme ça, donc il y en a forcément une qui est au-dessus de l'autre, et donc puisque en x égale 1 c'est g qui est supérieur à f, ça signifie que c de g, hop, est au-dessus de c de f. Hop. Voilà. Très bien, c'est pas hyper bien écrit, mais en tout cas, si vous avez suivi le raisonnement, il n'y a pas besoin de savoir le lire finalement, hein. Désolé à la tablette, je suis pas expert en écriture manuscrite à la tablette. Bon bref, ça c'est fait. On va faire f et h maintenant. Alors par la même méthode, on va résoudre h de x égale f de x. Donc h de x, on est reparti. C'est 0,5 x au carré moins 6x plus 16 égale f de x. Bah, f de x, c'est toujours 2x moins 0,5 x au carré. Même remarque que tout à l'heure, avec les 0,5x, donc j'ajoute 0,5x de chaque côté. Je me retrouve donc avec x au carré. J'enlève 2x de chaque côté, je me retrouve donc avec moins 8x. Hein, je vous fais remarquer quand même que voilà, j'enlève 2x de ce côté-là, j'enlève 2x à moins 6x, ça fait bien moins 8x. Ok, ça c'est pour la résolution des équations. Et puis je conserve mon plus 16, il n'y a pas de souci. Égal à 0. Donc c'est une équation du second degré, il faut résoudre ça. Donc la résolution, ça je vous laisse la faire, quoique on peut la faire à la calculatrice, hein, on va pas s'en priver. Hop, donc on est reparti. Donc je vais aller dans le menu équation. Ah, si on veut le faire à la main, on calcule le discriminant delta, b carrément 4ac, suivant le signe, là c'est positif, donc on a les deux solutions, moins b plus ou moins racine de delta sur 2a. Bon, là c'est pas l'objet de cet exercice, on a des outils, on va s'en servir. Donc 1, moins 8 et 16 pour les coefficients de la fonction polynomiale du second degré, pan, et ça nous donne une racine double qui se trouve en x égale 4. Très bien, merci la calculatrice. Allez, on est reparti. Donc ça nous indique que x est égal à 4, c'est le seul point d'intersection. Bah, par le même modus operandi, hein, on va regarder en 1, on l'a déjà fait pour f, donc comme ça ne nous fait pas refaire de calcul. Donc f de x égale à 1,5 et c'est inférieur à g de 1 qui vaut, si vous remplacez x par 1, bah 2,5 aussi, quoi. Sauf que c'était pas g, c'était h. Donc on va faire pour h. G c'est toujours 2,5, mais c'est pas le sujet. Là on regarde h, donc h je remplace x par 1, bien ça fait 10,5. Ok, ça marche. Donc moralité, bah, même chose, hein, c'est-à-dire que CH, elle est au-dessus de CF. Pas besoin de préciser l'intervalle, c'est vrai tout le temps. Sauf en x égale 4 évidemment, puisqu'elles sont, il y a une intersection, donc précisément à cet endroit-là, elles sont au même endroit, mais sinon c'est strictement au-dessus. Ok, donc on a calculé on a précisé la position relative de CF et CG, de CG et CH, bon très bien, de CG et CF, pardon. Et pourquoi on a fait tout ça? Parce que quand même, faut se demander un peu quelle est cette idée qui nous a amené là. Mais tout simplement, en fait, on cherche à savoir par rapport au calcul d'air quelle fonction est, quelle représentation graphique est au-dessus de quelle représentation graphique pour bien pouvoir écrire notre intégrale pour le calcul d'air. Donc je vais effacer tout ça et puis on va faire le calcul de l'air maintenant, hein, voilà, hop, je prends
la gomme. Hop, voilà. On y va. Allez, c'est bien. Donc on est parti. Maintenant, question 3. Proposer un calcul pour l'air que j'ai assuré. Allez, c'est parti. Donc l'air, tout simplement, c'est calcul d'air, c'est un calcul d'intégrale. Hein. Calcul d'intégrale. Il faut que la quantité intégrée soit quand même positive sur le domaine d'intégration. Donc ça se passe entre 0 et 4, très bien, mais mon aire, elle est découpée en deux. Hein. Vous avez, je vais prendre un trait, je sais pas, un trait violet là, voilà, je sais pas si ça va bien se voir. Mon aire, elle est découpée, on va le faire en deux fois. On va d'abord calculer cette partie-ci, puis cette partie-là, en deux intégrales. D'accord? On va dire ça c'est A1 et ça c'est A2. Ok. Donc la première partie, bien, c'est CG qui est au-dessus de CF. Donc c'est G de X moins F de X dx. Alors normalement on doit mettre des parenthèses autour de la différence là, mais ça, on le fait pas. On convient qu'on ne le fait pas puisque ça surcharge inutilement l'écriture. Ça se fait entre 0 et 2. Attention, hein, puisque j'ai dit que je partageais mon calcul d'air en 2. Donc ici, vous êtes bien à x égale 2, hein, d'accord? Donc de 0 à 2, plus l'intégrale, on reprend, de 2 jusqu'à 4, et cette fois c'est h qui est au-dessus de f. Donc je fais h moins f dx. Ça marche? Donc si je précise un peu ce que j'ai fait, ici vous avez A1 et ici vous avez A2. Hein, c'est ce que j'ai mis sur le graphique. Ici vous avez A1 et ici vous avez A2. Ça marche. Donc voilà, on y va. Donc qu'est-ce que ça donne ça? On va quand même l'écrire en dur, j'ai envie de dire. Donc G de X moins F de X. Donc vous faites G de X moins G de X, donc ça vous fait X au carré, tout simplement. Plus entre 2 et 4. H de X moins F de X, donc c'est ce qu'on avait fait tout à l'heure. C'est ce qu'on a résolu tout à l'heure. Donc ça fait X au carré moins 8X plus 16 dx. Voilà. Combien vaut cette R? Bon, là encore, on va reprendre la calculatrice. Hop. Voilà. Donc on y va. Donc menu. Hop. On va lui faire calculer l'intégrale. Toutes ces combinaisons de touches, hein, vous savez les faire normalement. Donc je reviens pas dessus. Donc c'est x au carré. Voilà. Entre 0 et 2. Alors d'un modèle à l'autre de la calculatrice, ça peut se présenter un petit peu différemment, mais vous adaptez. Hein, je vous laisse aller vérifier sur les tutos en ligne, hein, puisque maintenant on parle plus de mode d'emploi. Hein, sur les tutos en ligne, comment est-ce qu'on calcule une intégrale avec telle ou telle calculatrice. Donc je saisis tout simplement le calcul. Voilà, ça se passe entre 2 et 4. Pan. Et voilà. Donc 5, 3, 3, 3, 3, 3. Bon, d'accord, on a compris ce que ça faisait. 5, 3, 3, 3, 3, 3, 3. En fait, c'est 5 plus 1 tiers, c'est-à-dire 16 tiers. Quoi. 16 tiers. Unité d'air. Et voilà, cet exercice est terminé. Alors, vous avez bien fait de rester jusqu'au bout. Je vous donne un petit Easter egg pour l'interro. Donc, si je veux calculer l'aire comprise sous la fonction... pardon. Si je veux calculer l'aire comprise sous la courbe représentative de la fonction f de x égale à exponentielle moins x sur le domaine allant de, j'ai dit, de 0 à un nombre grand T, avec évidemment T strictement supérieur à 0. Alors déjà, on va se demander de quoi on parle. Donc, alors là, à la tablette, c'est pire que sur
sur les cahiers de mes élèves, hein. No offense. Donc, exponentielle moins x, vous avez quelque chose comme ça. Hop, hop, hop. J'ai bien dit comme ça, hein, d'accord. Là, on coupe à 1. Et on a dit qu'on s'arrêtait à un nombre t. Voilà. Ici, par exemple, j'ai arbitrairement, il est là. Voilà. Et si je veux calculer l'aire qui est sous la courbe représentative, en fait, c'est un calcul d'air, d'accord. Donc ça va de 0 jusqu'à grand T, 2f de x, donc exponentielle moins x dx. Donc ça pose pas particulièrement de problème. Donc c'est primitif de exponentielle moins x, donc exponentielle moins x. Attention, parce que le moins x vous amène un moins devant, hein, puisque quand vous dérivez exponentielle moins x, vous vous retrouvez avec moins exponentielle moins x. Bon, ça on l'a traité aussi de nombreuses fois en exercice, donc je vous invite à reprendre ce qu'on avait fait auparavant, entre 0 et t. Petite astuce de calcul, alors je ne sais pas si c'est une astuce, mais en tout cas, c'est un truc qui se fait. Vous pouvez transformer, si on peut dire, ce moins en plus, si jamais vous intervertissez les bornes d'intégration. Donc qu'est-ce que ça nous donne, ça? Ça nous donne finalement exponentielle moins x entre t et 0, c'est-à-dire exponentielle moins x quand x vaut 0, ça vaut 1. Exponentielle moins x quand x vaut t, ça vaut exponentielle moins t. Donc voilà notre R, là, ok, très bien. Et on peut se demander qu'est-ce qui se passe quand t tend vers plus l'infini. Hein, quand j'emmène ce truc-là, là, quand je l'emmène là-bas, que devient cette R? On pourrait se demander, on pourrait se dire, bah ouais, cette R, elle va être infinie, puisque la longueur du domaine d'intégration, elle est infinie. On va regarder. La limite de notre R, là, qu'est-ce que ça donne? C'est 1 moins exponentielle moins t. Combien ça fait tout ça? Exponentielle moins t, quand t tend vers plus l'infini. Hop, ça tend vers 0. Et 1 moins 0, combien ça fait? Ça fait 1. Donc finalement, tout simplement, l'air compris sous la courbe quand t tend vers plus l'infini est égal à une unité d'air. Voilà. Je vous souhaite de bonnes révisions et je vous dis à très bientôt.